Bonjour, je suis Chantal Boucher, directrice des relations avec les clientèles et du développement professionnel. Et Jannick Desforges, directrice des services corporatifs, conformité et déontologie. Et nous travaillons à la Chambre d'assurance de dommages et vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, Roux, ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Alors Alex, nouvel épisode aujourd'hui. Ouais. On reçoit la Chambre d'assurance de dommages. On a deux invités aujourd'hui, qui est Jannick Desforges et Chantal Boucher, qui sont avec nous. Jannick qui est directrice des affaires corporatives, déontologie et conformité. Faut pas l'oublier. Et ensuite, Chantal est responsable de la clientèle et de la formation. Exactement. Donc, je ne me suis pas trompé. Non, je suis content. t'as bien fait ça. Alors, bienvenue à vous deux. oui. Merci de prendre le temps de venir vous asseoir à notre micro aujourd'hui puis de parler de sujets sérieux. Hein? C'est un épisode qu'on avait hâte d'enregistrer pour différentes raisons parce qu'il y a du contenu intéressant puis je pense qu'il y a quelques messages intéressants aussi à passer. Donc, un gros merci. Bien, ça fait plaisir. Oui. On n'a pas le choix de commencer l'épisode en posant notre fameuse question, l'accident de parcours. On ne s'est pas parlé du sujet auparavant, fait que je ne sais pas si c'est un accident pour vous, si ça avait été choisi, mais on était quand même curieux d'apprendre quel était votre parcours, puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes assis sur la chaise dans l'entreprise, l'organisme La Tchad. Je commence. Alors, c'est effectivement un accident de parcours. Oui. En fait, ma mère qui a fait un retour au travail après avoir fondé sa famille, a travaillé pour un cabinet de courtage. Alors, comme étudiante, pendant mes années de cégep, j'ai travaillé moi aussi dans le cabinet. Et puis, une fois rendue à l'université, comme j'étais à Montréal, ma mère m'a suggéré, mais pourquoi pas essayer de travailler pour un assureur le prochain été? Et ça, c'était en 1987 et depuis, je ne suis jamais partie. Alors, j'ai même décidé d'effectuer mes études universitaires à temps partiel et les autres études nécessaires, là, spécialement en assurance. Mais j'ai étudié en administration, mais j'ai développé une passion pour le domaine. Et puis, ça combinait mon désir de mieux connaître tout ce qui tournait autour des contrats d'assurance, la souscription. Donc, c'est vraiment un accident de parcours, mais un bel accident. Donc, de l'administration chez les assureurs et par la suite la Tchad. En quelle année? En fait, j'ai travaillé pour des assureurs, mais j'ai aussi fait un parcours dans le monde du courtage. Donc, j'ai combiné les deux. Tu as été certifiée également. Je suis certifiée depuis que la certification existe. Alors, oui, en 98, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc, oui, puis ça m'a amené à faire différentes choses, que ce soit de la souscription, de la vente, du développement des affaires, beaucoup. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup avec les cabinets pour faire de l'accompagnement, donc en matière de développement de processus d'affaires ou d'optimisation des processus. Et puis, j'ai aussi touché à l'indemnisation. Donc, j'étais responsable d'un réseau de fournisseurs automobiles pour un assureur. Chose que j'ai beaucoup aimée parce qu'évidemment, je venais de connaître l'autre côté de la médaille. Elle toujours travailler du côté plus de la souscription et de la vente. Et puis, suite à une opportunité offerte par la Chambre de créer un nouveau service. Donc, la direction des relations avec les clientèles qui a toujours pour but de répondre aux questions des certifiés en matière de pratique professionnelle et déontologie. Et ça m'a interpellée parce que ça me permettait de mettre à profit l'ensemble de mon expérience et de redonner à l'industrie dans une forme différente. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi, puis j'adore ça, sincèrement. Bravo, félicitations. C'est un accident qui a bien fonctionné. Un très bel accident. Et toi, Jannick? Moi, je suis avocate de formation et ça fait 25 ans maintenant que je le suis. Et puis, j'ai débuté ma carrière, dans le fond, à l'aide juridique. Par la suite, j'ai fait du recours collectif. Après ça, j'ai travaillé dans un organisme de défense des droits des consommateurs.
et je suis à la CHAD maintenant depuis 2008. Donc, moi, mon cheminement de carrière, ça a toujours été la protection du public. Alors, c'est le fil conducteur de ma carrière, c'est ce qui me passionne. Et en 2008, j'ai eu une invitation que j'ai pas pu refuser de me joindre à la Chambre de l'assurance de dommages et de joindre l'assurance et la protection du public. Bien, c'est parfait. Puis, c'est vraiment un domaine de l'assurance que j'ai découvert, que je connaissais pas. Souvent, quand autour de moi, je disais que j'allais travailler dans le domaine de l'assurance, c'est un petit peu rébarbatif, les réponses, ou en tout cas la réaction que j'avais. Mais j'ai vraiment découvert un univers qui est très vaste, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, et bien, toujours avec la mission de protection du public. Alors, c'est vraiment ça qui m'anime, là. Ouais. Je pense qu'on a deux invités aujourd'hui, puis qu'on va être capable de bien un peu démystifier plusieurs choses là, par rapport à la Chambre d'assurance de dommages. Fait que, absolument. Parce avant que... de rentrer dans le sujet principal, par contre, j'aimerais juste prendre quelques instants pour remercier un de nos partenaires qui est Primaco. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là. Primaco est une compagnie que les courtiers utilisent pour les financements de primes d'assurance. Et il offre plusieurs services technologiques même pour les courtiers. Donc, que ce soit des plateformes disponibles pour leurs clients et autres services. Donc, on les remercie d'être encore associés avec nous puis de rendre possible l'enregistrement. L'enregistrement et la diffusion, absolument. Tout le monde connaît la CHAD. Je veux dire, c'est un incontournable, veux pas. Mais on voulait quand même prendre le temps de clarifier certaines choses, revoir un peu pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, quelle est la mission, puis est-ce que la mission elle a changé dans les dernières années? Est-ce qu'on est à jour dans nos connaissances personnelles? Parce qu'on en parlait un peu d'entrée de jeu, puis même moi, j'ai des souvenirs de ce que je me faisais comme image de la CHAD, puis je me rends compte qu'aujourd'hui, parce qu'on en a discuté avant l'enregistrement, c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir en tête. Puis je pense que ce serait important de mettre la table en parlant justement de la mission, de la CHAD, un peu l'historique, juste pour nous positionner dans... Oui, bien, la Chambre d'assurance de dommages existe depuis 1998. Donc, c'est lors de l'adoption de la loi sur la distribution des produits et services financiers que la Chambre a été créée. Et dans cette loi-là, il y a une centaine d'articles qui concernent la Chambre et qui vient dire, bon, la Chambre a une mission de protection du public. De quelle façon? Bien, en encadrant les 15 000 certifiés qui sont agents, courtiers, experts en sinistre, tant au niveau de leur formation que la déontologie et la discipline. Donc, les trois piliers, dans le fond, fondateurs de la mission de la Chambre sont les mêmes depuis 1998. C'est sûr que nos activités peuvent changer au fil des années, mais ceci étant dit, c'est vraiment tout ce qui s'appelle déontologie. Donc, on est responsable de 2 codes de déontologie, un pour les experts en sinistre, l'autre pour les agents courtiers. Il y a le règlement sur la formation continue obligatoire qui s'applique aux 15 000 membres. Et il y a la discipline aussi, donc le volet là, des enquêtes du bureau du syndic puis du comité de discipline. Quand je parlais des activités qui ont changé au fil des années, pendant une période de temps, la Chambre faisait des inspections pour les cabinets de courtage de 24 représentants et moins. Ça, maintenant, cette activité-là, c'est l'Autorité des marchés financiers là, qui s'en occupe. Puis comme Chantal l'a mentionné tantôt, bien, on crée aussi des nouveaux services en matière de déontologie parce qu'il y a beaucoup de nos activités qui sont axées sur la prévention. Et on veut toujours, dans le fond, améliorer le côté préventif de nos activités, tout en gardant, parce que c'est nécessaire, des activités qui sont plus là, coercitives. Donc, puis on en parlait tantôt, c'est quand même depuis 2018 que vous ne faites plus les inspections pour les 24 certifiés et moins. C'est bien ça? Oui, exactement. OK. On voulait spécifier parce que des fois, ça peut... Ben il y a certaines choses que les courtiers ne sont pas nécessairement tout le temps à date puis bien au courant. Fait que je pense que c'est important que ça soit clair, les mandats. Donc, déontologie, formation et discipline, les 3 piliers de la mission de la Chambre de l'assurance de dommages qu'on est habitué à raccourcir en CHAD. Commençons avec un premier volet. On va parler du côté préventif des activités. Puis Chantal, je pense que c'est toi qui chapeautes en partie une partie de ces activités-là. J'aimerais ça que tu nous en parles, là, puis pas avise-nous, mais
Tu me parlais tout à l'heure, accent déonto. Je te disais, j'ai-tu ça, moi, accent déonto? Puis tu me disais, on est déjà à la 4e Oui, absolument. En fait, le service que je dirige depuis 2020, fin janvier 2020, c'est le service que l'on a baptisé Accent déonto. Le nom Accent déonto vient reprendre le nom de notre revue, notre magazine annuel, dont on a produit la 4e édition cette année, qui sort à chaque printemps et qui regroupe des textes d'intérêt, donc des articles qu'on a publiés au cours de l'année, des statistiques, de l'information sur notre industrie. Parfois, ce sont des articles sur des sujets un peu qui nous forcent à réfléchir au futur. Alors, cette revue-là est souvent très attendue par les certifiés. Et puis, le mot déonto, mais parce que le service Accent déonto s'adresse d'abord et avant tout aux 15 000 certifiés et a comme objectif de répondre à toute question traitant de la déontologie ou de la bonne pratique professionnelle. Souvent, les certifiés connaissent ou soupçonnent la réponse à une question de déontologie, mais se demandent est-ce que j'interprète bien mon article du code qui me dit que je dois ou que je ne dois pas poser ou pas tel ou tel geste. Et par précaution, vont nous appeler puis vont échanger avec nos techniciens d'information à savoir, mais est-ce que ma compréhension est bonne? Alors, l'objectif, c'est vraiment, à titre préventif, d'avoir ces conversations-là et de s'assurer que les gens comprennent bien leurs obligations puis sont capables de bien y répondre dans leur quotidien. Alors ça, c'est le volet vraiment... Est-ce que c'est dans cette publication-là qu'on va voir les décisions qui sont rendues par le comité de discipline, ces choses-là? Ouais. Oui, il y a un résumé qui est fait généralement des décisions qui ont été rendues dans l'année précédente. Je sais que ça l'intéresse aussi beaucoup les certifiés parce que tu dis, ben, tu sais, pas que tu veux pas reproduire des fois quelque chose qui a été fait, mais ça rend du concret. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard, oui, là, des exemples concrets, mais ça touche à quelque part comme certifié, ça je peux vous le dire. Puis c'est certain que l'humain étant ce qu'il est, on est un peu curieux de savoir, mais mon Dieu, qui s'est donc fait prendre et pourquoi? Bon, cet aspect-là, on ne pourra pas rien y faire. Par contre, l'intérêt d'une décision, c'est de comprendre qu'est-ce qui a mené à cette décision-là, puis s'assurer que ce qui a mené à une décision ne soit pas répété autant que possible, là, que les gens puissent avoir comme une, je dirais pas une révélation, mais que les gens réalisent que, oh mon Dieu, peut-être que moi, j'ai déjà posé ce geste-là, je me suis pas fait prendre parce que, bon, il n'y a pas eu matière à une plainte, mais c'est quand même parfois, en bon français, un reality check de dire, oups, OK, je dois faire attention, ça se pourrait que ça m'arrive dans le feu de l'action. Donc, il y a quand même un intérêt de ce côté-là. Oui, puis c'est l'objectif premier de diffuser cette information-là. C'est pas pour dénigrer les personnes Pas du tout. Non, absolument. Pas du tout. Donc le volet Accent déonto, c'est vraiment orienté sur la prévention et dirigé vers les certifiés. Donc, comme Jannick le disait tantôt, que ce soit des agents, des courtiers ou des experts en sinistre, c'est vraiment le service qui s'applique pour tout le monde. L'autre volet de ce service-là, c'est le volet consommateur, où là, des consommateurs, puis de toujours, les consommateurs ont contacté la Chambre pour différentes questions. En concentrant ces interventions-là auprès d'une équipe de certifiés qui répond, c'est qu'on est en mesure de donner des explications plus précises aux consommateurs sur les obligations des certifiés. Très souvent, les questions sont en lien avec une incompréhension ou une mauvaise compréhension de ce que le certifié doit ou ne doit pas faire. Je ne vous cacherai pas qu'il y a parfois des histoires où on se dit, bien, il y a peut-être eu des manquements, mais notre objectif n'est pas de se positionner à savoir s'il y en a un ou pas, mais plutôt donner des ressources aux consommateurs pour les diriger vers les bonnes instances. Okay. Voici ce que vous pourriez faire si vous n'êtes pas satisfait de telle ou telle situation. Et l'objectif est de toujours tenter de favoriser une communication avec les certifiés. Parce que souvent, on le sait, c'est un problème de communication qui fait en sorte que le consommateur pense que le certifié... Un délai, une explication qui peut paraître complète pour le certifié qui l'a donné, mais qui laisse des bouts de questionnement chez le consommateur. Donc, et on va aussi beaucoup référer les consommateurs vers les instances qui ont les compétences pour répondre. Donc, la Chambre doit répondre aux questions qui sont en lien avec sa mission et ses responsabilités. Mais si, par exemple, un consommateur a des questions sur un contrat d'assurance, la Chambre ne répondra pas, mais va plutôt le diriger vers le Bureau d'assurance du Canada, parfois vers le GA ou même vers l'Autorité des marchés financiers, si la question est davantage en lien avec les agissements, par exemple, d'un assureur. Donc, et c'est un service qui est très apprécié. Je vous dirais qu'on a à peu près
47 de consommateurs qui nous appellent pour 53 de... Ça fait 100 oui. Oui. 53 de certifiés. Donc, un petit peu plus de certifiés. Et on s'inspire beaucoup de ces questions-là pour produire nos contenus, d'ailleurs. Ah, OK. Ouais. Fait que vous avez des bons liens avec toutes ces organisations-là qui, dans le fond, qui gravitent autour, Oui, là. tout à fait. OK, mais Oui, c'est bien. tout à fait. Je voulais juste clarifier, c'est InfoChad qui est le pan consommateur, si on peut dire. Oui, souvent, les consommateurs vont aller sur notre site web, ils vont trouver l'adresse info à chad.qc.ca, ils vont nous envoyer une requête d'information ou les gens vont nous appeler directement aussi. Alors, et ce sont des certifiés d'expérience qui répondent aux questions, donc de façon à ce qu'on puisse assurer la réponse la plus complète possible, notre objectif étant de toujours fournir une réponse. Parfait. Dans Et le pour volet, oui, juste pour le préciser tout à l'heure, Accent Déonto, la revue annuelle, comment on fait? La revue, c'est juste Accent. Oui. Oui, c'est ça. Accent, exactement. Parce que moi, je disais d'entrée de jeu que je ne l'ai pas reçu la dernière édition, ou du moins, je n'ai pas mémoire de ça, mais est-ce que d'entrée de jeu, tout le monde la reçoit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Non, les 15 000 certifiés reçoivent automatiquement la revue Accent à l'adresse qui figure à leur dossier de certifié. Donc, généralement, c'est l'adresse personnelle. Oui. Alors, ça va me faire plaisir de t'en envoyer un exemple. C'est gentil. Merci. Excellent. Si on parle un peu de formation, qui est, je crois, le volet qui est conséquentiel un peu à ce qui se fait en déontologie. Vous avez une nouvelle formule sur certains types de formations. Vous faites aussi la production de la formation qu'on doit suivre là, à tous les 2 ans, obligatoire, qui est toujours renouvelée. Ça doit être un gros projet, j'imagine, pour la Chambre. Si tu veux nous en parler un peu. Oui. Donc, on a rebaptisé récemment le terme ou l'équipe formation pour développement professionnel. Pourquoi? Et c'est pas anodin, c'est que la formation pure, c'est la formation qu'on connaît traditionnellement. Donc, soit qu'on va dans une salle où on se place devant un écran, puis on se fait jaser pendant un certain temps, puis on doit avoir absorbé du contenu. Le développement professionnel est plus large que ça, puis peut englober différents médiums. Comme par exemple, aujourd'hui, avec l'enregistrement, on peut penser que ça va répondre à des questions que les certifiés se posent sûrement sur le rôle de la Chambre. Le développement professionnel inclut aussi le développement de compétences qui ne sont pas purement techniques. Donc, on veut commencer à amorcer un virage pour englober différents formats et différents types de développement de compétences. Alors, c'est un processus qui est graduel. C'est un virage que l'on a entrepris, mais qui va se poursuivre. Et puis, ce qu'on a commencé à faire, bon, c'est tout d'abord une demande qui existait depuis longtemps, c'est de pouvoir obtenir des UFC de moins d'1 heure. On a fractionné, on a permis le fractionnement d'UFC, ce qui fait que maintenant, les certifiés peuvent obtenir des formations qui sont aussi courtes qu'une capsule de 15 minutes. Ils vont avoir un quart d'UFC. Okay. Alors, tout est conséquent, que ce soit au niveau des coûts, au niveau des formats que l'on peut faire, des formations très courtes et animées. Ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Et ça, c'est génial, autant pour le certifié que l'employeur, qui peut, à même les heures de bureau, intégrer des plus courtes, parce que des fois, tu sais, faire déplacer des gens, puis là, tu as 2 heures, ça prend une avant-midi, un après-midi. Oui. Là, on positionne bien. Oui, puis je ne vous cacherai pas que le contexte de la pandémie a donné un essor assez grand à ce mode de formation-là, parce que là, les gens étaient en télétravail, le temps était compté. On sait qu'on est dans une situation de pénurie de personnel, donc il faut vraiment avoir une offre qui permet de la flexibilité, puis de l'adaptabilité aux différents types de contenus. Ça permet aussi d'avoir des contenus très spécifiques. Pourquoi parler pendant 1 heure d'un contenu qui peut être amené de façon très concrète en 15 minutes, où le certifié va dire « Ah ben oui, voilà, là j'ai compris oui. ». Donc, beaucoup de bénéfices à ça. L'autre chose aussi, c'est de rendre ça plus dynamique. Alors, la fameuse captation traditionnelle peut être valable pour certains sujets. Par contre, il faut aussi dynamiser et amener un aspect ludique aux formations. On sait qu'on apprend mieux quand on a un peu de plaisir ou quand ça nous garde réveillés. Donc, on a aussi testé des formats, que ce soit notre série animée, À tes risques, en 4 épisodes, qui est destinée aux agents et aux courtiers. On est en train de produire une série équivalente pour les experts en sinistre, donc 4 capsules de 15 minutes, imagées par des bonhommes, par des personnages. Donc, c'est des formules qu'on va poursuivre. Et on va aussi, on a développé, par exemple, sur la sécurité de l'information, des capsules en collaboration avec la RCCAQ, une deuxième collaboration. Donc, on a renouvelé un produit qui vise à offrir des courtes capsules sur comment bien protéger
son système informatique ou comment user de prudence quand on utilise les données de nos clients. Donc, ça aussi, c'est d'autres concepts qu'on veut mettre en place pour offrir. Toujours dans les courtes durées? Oui, ça, ce sont une série de courtes capsules qui peuvent être consommées là, selon le temps disponible du certifié. Donc, on va continuer de développer des formules variées. Tu parlais du nouveau cours obligatoire, en fait, du cours obligatoire comme tel, qui est une formation de 2 heures à chaque période de référence. Est-ce que le nouveau est prêt? Oui, le nouveau. Et je dois vous avouer que ce nouveau format-là nous a posé quelques petits enjeux technologiques parce que derrière les bonnes intentions que l'on avait, on a produit un cours où il y avait beaucoup de captation vidéo. C'est un cours qui permet au courtier ou à l'agent de choisir son parcours en fonction de sa certification ou en fonction de la ligne d'affaires dans laquelle il travaille. Donc, le courtier en assurance particulier pourra avoir un parcours qui lui est propre. Ça, c'est différent? C'était pas comme ça? Non, c'est différent, mais ça amène un enjeu de positionner les bonnes capsules pour le bon parcours. Alors, on est très fiers de la version française qui est en ligne et on est en train de mettre la dernière touche à la version anglaise qui sera disponible sous peu. Mais ça, c'est une façon innovante aussi d'intégrer des notions de travail réel de bureau. Alors, le participant va avoir des courriels, va devoir prendre connaissance d'une capture vidéo d'une entrevue avec pas un certifié, mais un consommateur qui est mécontent. Et là, le certifié va donner sa position sur la situation. On peut même entendre un assureur. Donc, il y a vraiment une interactivité qui fait que le participant devrait se retrouver dans un environnement qui ressemble un petit peu à sa vie professionnelle habituelle. Mais évidemment, tout ça a été rédigé là, de façon neutre et pour donner des situations qui sont les plus réelles possibles, mais qui sont tout à fait fictives là, quand même. Bravo, parce que vous avez utilisé de créativité et d'innovation dans ce domaine-là, ce qui n'est pas tout le temps chose facile. Hein? Pas facile, mais je vous dirais, je dois remercier l'ensemble des certifiés qui nous contactent, par exemple, parce que les sujets que l'on met en ligne, que ce soit dans une formation, une capsule ou le cours obligatoire, sont toujours inspirés des questions qu'on reçoit, des décisions, malheureusement des décisions disciplinaires aussi qui ont été rendues pour vraiment s'assurer que ça répond à un besoin. Puis on parlait du consommateur tantôt. Quand le consommateur nous pose une question, ironiquement, c'est pas mal la même question que le certifié va nous poser, mais de l'angle opposé. Donc, on est capable d'identifier des enjeux dans le marché juste par le type de questions qu'on reçoit. Alors, quand on les traduit ensuite en articles de fond pour donner du jus aux gens sur la problématique, on peut aussi récupérer ces contenus-là puis en faire une capsule de formation. Alors, à la Chambre, on appelle ça le 1x10, c'est-à-dire que pour un même sujet, on peut avoir 10 déclinaisons, que ce soit un article, un rappel déonto, une formation. On peut même faire des outils, construire un outil qui va accompagner le certifié dans sa pratique. Donc, c'est vraiment les certifiés qui nous alimentent. Là. OK, bien, j'ai hâte moi, d'aller la suivre, la nouvelle mouture qu'on va appeler. Absolument. Donc, on n'attendra pas au dernier moment. Puis pour préciser, donc, parce que tout le monde le fait, on accède à la plateforme qui est La plateforme EduChad. EduChad, parfait. Et j'ai eu la chance de regarder dernièrement. Donc, il y a de plus en plus de formations qui sont disponibles. Ils sont mises à jour également. Tu as un moteur de recherche. Tu peux aller selon les intérêts. Oui, absolument. Oui, sur la plateforme EduChad, les gens y accèdent parce que le nom d'usager, c'est le numéro de votre certificat à l'Autorité des marchés financiers. C'est pas tout le monde qui s'en rappelle. Certains n'y vont pas assez souvent pour s'en rappeler. Mais puis, vous avez votre mot de passe. Donc, évidemment, vous accédez à la plateforme. Donc, vous pouvez acheter les cours qui vous intéressent. Donc, vous pouvez remplir votre panier d'achat. Et puis, vous pouvez aussi acheter actuellement des folios. Un folio, c'est qu'on achète une banque d'heures, 10 heures. Puis, à même cette banque d'heures-là, vous pouvez choisir les formations que vous voulez jusqu'à concurrence du 10 heures. Donc, c'est une formule qui est plus économique. On a révisé la tarification pour la rendre facilement accessible à tous. Alors, c'est 160 $ pour 10 heures. Donc, ça revient à 16 $ l'UFC. Ça permet aux employeurs aussi qu'ils souhaitent d'acheter des forfaits employeurs et d'en faire bénéficier leurs représentants. Donc oui, la plateforme est quand même assez flexible. Puis tous les cours seront révisés, mais vous comprendrez qu'à la quantité qu'il y a, les 3 conseillères au développement professionnel doivent s'assurer d'un renouveau constant. Alors oui, on travaille fort là-dessus. Puis c'est disponible 24 heures sur 24, toujours. 7 jours sur 7. Absolument, absolument, oui. Excellent. Ouais. Je pense qu'on va passer au deuxième
comment dire, on va amener Yannick à la discussion. Ça va me faire plaisir. On veut pas te laisser seul de ton côté. Parce qu'on tourne autour du sujet depuis tantôt. Effectivement. Tu sais, si on parle vraiment tout des enquêtes déontologiques, je pense que tu es la personne la plus avisée pour nous en parler. Puis, c'est quoi en fait la déontologie? Ben oui, essayons un peu de démystifier c'est quoi, là. On en parle, la déontologie, mais c'est quoi, là? C'est simple. Ce sont, par exemple, les règles de l'art de la profession. Donc, quels sont les comportements à adopter, quels sont les comportements à éviter. Puis, la déontologie en soi, quand quelqu'un travaille bien, il va respecter naturellement son code de déontologie. Alors, c'est pas sorcier, c'est pas une série de règles obscures ou quoi que ce soit, là. La déontologie, c'est des grands principes de base qui s'adressent, dans le fond, à l'ensemble des certifiés. Et c'est pas juste en assurance de dommages qu'on retrouve des codes de déontologie. On n'a qu'à penser aux 46 ordres professionnels, que ce soit les pharmaciens, les comptables, les ingénieurs, etc. Ils doivent tous respecter leur code de déontologie. Puis l'idée, c'est d'être un professionnel, puis c'est aussi d'inspirer confiance aux consommateurs, parce que le but d'un code de déontologie, c'est la protection du public. Donc, on se colle à la mission de la Chambre, mais c'est simplement ça. Je dirais c'est tout ça et c'est simplement ça. Mais quelqu'un qui travaille bien, ça va pas être sorcier, respecter son code de déontologie, là. C'est vraiment des grands principes de base. C'est quoi les meilleures actions? Bien, on parle de respecter le code de déontologie, mais pour un professionnel, oui, qui travaille bien, mais tu peux penser que tu travailles bien, mais que tu dévies tranquillement, des fois, de ton code. Donc, tu sais, oui, il y a de la formation, il y a du travail d'équipe qui peut aider avec des collègues, mais plus que ça, tu sais, la Chambre est là pour nous accompagner, à répondre aux questions. Comment un professionnel peut vraiment s'assurer d'être le plus proche possible de la déontologie qu'il doit respecter? Bien, un fait intéressant, puis c'est pas propre à l'assurance de dommages, là, mais ceux qui, par exemple, ont des petits écarts dans leur pratique professionnelle, c'est généralement ceux qui ont à peu près une quinzaine d'années d'expérience. Alors, parce qu'il y a un certain... C'est pas le sang concerné tout d'un coup. Parce que de façon générale, les jeunes qui rentrent dans leur profession, jeunes ou moins jeunes, tout dépendant, là, dans le fond, il y en a qui... En année d'expérience. En année d'expérience, okay. Exactement. Vont être très vigilants, vont avoir peut-être peur de faire des erreurs, vont se valider auprès de collègues, et puis ils vont vouloir bien faire, puis ils vont avoir un petit souci, une petite inquiétude, puis là, ils vont vraiment tout regarder, puis ils vont avancer comme ça. Mais au fur et à mesure que l'expérience, dans le fond, arrive, puis là, on est assis sur 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, on est sûr de soi, puis là, oups, on devient moins vigilant, puis on peut avoir des fois tendance à tourner les coins ronds, puis pas de façon malhonnête, là. C'est vraiment juste, oups, on tourne les coins ronds, oups, on vérifie pas ça, on fait pas de suivi, une petite négligence s'installe, là. Alors, c'est là que ça peut être dangereux. Puis comme je disais, c'est pas le propre en assurance de dommages. Si je fais le comparable avec ceux qui, les rares personnes, par exemple, qui conduisent des hélicoptères, vont savoir qu'après, disons, 1000 heures de vol, ils doivent repasser des examens. Bien, pourquoi? Parce que c'est humain, l'espèce de confiance qui s'installe, puis on est moins vigilant. Donc, l'idée aussi de la formation continue, l'idée de, à chaque 2 ans, d'avoir un cours obligatoire sur la déontologie, même si on a l'impression de répéter les mêmes grands principes de base, bien, je pense que c'est un rappel qui est nécessaire. Ouais. Ouais, je pense que tu le dis très bien, puis on l'a vécu, une petite expérience, Alexandre et moi, on a passé nos examens pour être courtier en Ontario, mais ça nous a replongé dans un peu la base, là, tu sais. Et puis, ça a été un bon défi. Fait que, oui, de repasser des examens après 10-15 ans de pratique, malgré que c'est pas au Québec, là, mais ça se ressemble, c'était tout un challenge. Et juste de faire la comparaison Ontario, Canada, Québec. Oui. Donc, fait que, non, il faut se remettre tout le temps en question. Je pense que c'est bien important.
Une enquête déontologique, comment ça se passe? Oui, ça peut venir d'une plainte du public, ça peut-tu venir d'un autre certifié versus un autre? Comment ça se passe? C'est quoi le déroulement, puis l'ouverture? OK. Bien, première des choses, il faut aussi mettre les choses en perspective parce que sur les 15 000 représentants, avec, imaginez le nombre de contrats d'assurance qui se renouvellent année après année, en particulier en commercial, etc., il y en a de la transaction, là. Le bureau du syndic à la Chambre d'assurance de dommages s'occupe de 300 dossiers environ, là, en moyenne, 300 dossiers de plaintes déontologiques là, par année. Donc, c'est très peu quand on regarde le nombre de certifiés puis quand on regarde le nombre de transactions. Et généralement, dans le fond, c'est oui, effectivement, un consommateur mécontent. Mécontent parce que, exemple, il y a eu un sinistre puis il n'est pas payé. Alors, le consommateur qui va appeler au bureau du syndic, bon, il n'est pas content. Il ne sait pas d'avance que le certifié n'a pas respecté son code de déontologie, mais il y a une insatisfaction puis il se manifeste. Et en grande partie, ce sont des consommateurs qui appellent au bureau du syndic. Mais, dans le fond, n'importe qui peut déposer une plainte. Ça peut également être un autre certifié. Ça peut être un assureur. Ça peut être, par exemple, l'AMF qui est au fait de quelque chose et qui nous transfère l'information. Donc, je dirais que le bureau du syndic n'est pas regardant sur la porte d'entrée de la plainte. Ça peut être vous-même, évidemment, si vous voyez comment dire, quelque chose qui porterait à l'ouverture d'une... Effectivement, Okay. parce que ça peut être un consommateur qui est mécontent. On regarde le travail que le courtier a fait. Il a très bien fait son travail, mais le courtier précédent, oups! Et là, on s'en aperçoit dans le cadre de l'enquête. Donc, le bureau du syndic peut, d'office, ouvrir un autre dossier. Alors ça arrive aussi, là. Et l'idée, c'est, du bureau du syndic, l'idée, c'est vraiment de regarder le comportement du professionnel. C'est, est-ce qu'il a agi selon les règles de l'art? Est-ce qu'il a tout fait ce qu'il devait faire, par exemple, dans l'analyse des besoins? Est-ce qu'il a, au renouvellement, est-ce qu'il s'est assuré que le produit vendu correspondait toujours aux besoins du client? Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin de mandat? Donc, le code de déontologie, il existe toujours, dès que vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas juste à la soumission, c'est au renouvellement aussi, puis c'est jusqu'à la fin de mandat. Donc, vraiment, le bureau du syndic, ses pouvoirs sont prévus dans la loi. Et quand il reçoit une plainte, il peut pas dire « Ah, ça, c'est frivole, j'enquête pas là-dessus, tu sais, je rejette ça du revers de la main. » Il doit s'assurer, dans le fond, de regarder c'est quoi le comportement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été pas faite, là. Peu importe que le consommateur ait subi un dommage ou pas, que le dossier soit réglé, par exemple, avec l'assureur, ça, c'est pas pertinent. C'est vraiment le comportement qui est regardé, puis l'enquête focus sur le comportement. Est-ce que les plaintes sont seulement contre les professionnels ou ça peut être également contre les entités? Tu sais, mettons un cabinet d'expertise, un cabinet de courtage. Est-ce que les pratiques d'un cabinet pourraient être également sous la loupe, là, quelque part, pendant une enquête vers un professionnel? Bien, ça, c'est un terrain, dans le fond, qui est partagé entre la Chambre d'assurance de dommages et l'Autorité des marchés financiers. Nous, on s'occupe vraiment là, du certifié de la personne physique qui a un permis dans sa poche, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais quand on voit que c'est finalement une pratique qui est répandue dans le cabinet et que tous les représentants, parce qu'ils ont une directive de leur employeur, de ne pas s'occuper des renouvellements, par exemple, de faire ça de façon automatique, bien là, on collabore avec l'Autorité des marchés financiers qui, elle, a le pouvoir d'inspection maintenant des cabinets et d'enquête sur les cabinets. Donc, c'est vraiment l'autorité qui s'occupe des personnes morales, que ce soit cabinet ou assureur. Avez-vous remarqué une augmentation du nombre de plaintes des dernières années? C'est-tu stable? C'est quoi la tendance actuelle? Bien, la tendance, elle varie en fonction des sinistres. Parce que ce qui arrive, c'est que le consommateur, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de sinistre, il ne sait pas s'il est bien assuré, finalement. Par exemple, l'augmentation des primes quand même substantielle des dernières années, as-tu eu un effet? Tu sais, des fois, des gens peuvent dire hey, ma prime a doublé, a triplé, là, j'en me plains. Est-ce que vous voyez ce genre de...
Bien, ça, c'est le genre de dossier qu'on ne s'occupe pas, parce que c'est pas déontologique. Exact. Alors que quelqu'un soit pas content, par exemple, du montant qu'il a reçu suite au vol de sa bicyclette ou de suite à un accident, puis qu'il reçoit un montant d'argent, puis il n'est pas content du montant d'argent, ça, le quantum, dans le fond, ne relève pas de la pratique professionnelle comme telle. Alors là, ça va être plus un litige entre l'assuré puis l'assureur. Fait que ça, on ne s'occupe pas de ce domaine-là, là. Si tu me permets, tantôt on parlait d'accompagnement des certifiés, puis on parlait aux consommateurs, puis parfois on pouvait faire une relation entre les questions des consommateurs et les questionnements des certifiés. La question de la hausse des primes, dans le contexte du marché plus dur, là, en assurance des entreprises particulièrement, bien évidemment, certains consommateurs vont nous appeler pour nous dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, mon courtier m'a envoyé un renouvellement, la prime a augmenté, il ne doit pas avoir fait un bon travail, hein? Et c'est là, justement, où on peut expliquer des choses. Donc, essayer de faire comprendre aux consommateurs le rôle du courtier, la situation actuelle du marché. Puis souvent, le consommateur est au courant, là. Il va savoir que, il va dire, j'ai magasiné, puis bon, malheureusement, ma prime a augmenté de 25 %, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ça permet aussi d'atténuer les insatisfactions à l'égard du certifié. La prime va toujours être ce qu'elle est, mais de mieux comprendre le rôle du courtier dans un contexte de marché difficile, ça, c'est le genre d'information qu'on peut donner aux consommateurs. Les insatisfactions et les incompréhensions aussi. Oui, hein? absolument, absolument. Puis, Jannick a fait référence à la fin de mandat. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que beaucoup de questions des certifiés sont en lien avec une fin de mandat. Bien la faire, quand est-ce que je dois la faire, comment la faire, quels sont les délais que je dois donner aux clients. Ça, c'est une question qui revient à chaque semaine. Okay. Vraiment. Et là, somme toute, parce qu'on parle de plein de sujets, de plaintes potentielles ou que des clients pourraient avoir comme raison de vous contacter, mais moi, j'ai retenu ces 300 dossiers. Oui. C'est très peu quand même. En tout cas, j'ai l'impression, là, lorsque je le mets par rapport au nombre de dossiers que j'ai dans mon cabinet, je pense à toi puis à l'ensemble du Québec, ça reste très peu de dossiers, à mon avis, non? Bien, oui, tout à fait. Parce que c'est les 300 qui vont en enquête ou c'est 300 plaintes reçues? C'est... Quand on reçoit une plainte, on est obligé de faire une enquête pour déterminer si oui ou non il y a eu un respect ou non du code de déontologie. Donc, c'est 300 enquêtes. Parce que je disais tantôt qu'un assuré qui n'a jamais eu de sinistre, il ne sait pas s'il est bien assuré. Là. Ça fait que souvent, là, les plaintes arrivent quand il n'est pas payé. Mais effectivement, parce que les gens, de façon générale, veulent bien servir leurs clients. Ils veulent bien travailler. Les gens, ils sont de bonne foi, puis des fois, il y a des erreurs. Mais les gens veulent bien travailler, là. Alors, on peut dire que l'industrie de l'assurance de dommages, ça va bien, malgré, là, ces 300 plaintes-là. Puis encore, après l'enquête déontologique au bureau du syndic, il y a seulement 10 % de ces plaintes-là qui se retrouvent devant le comité de discipline. Alors, ça, c'est les plaintes, dans le fond, là, les décisions qu'on peut lire dans la revue Accent, qui deviennent publiques, finalement. Parce que les 90 % autres enquêtes déontologiques demeurent confidentielles. Chantal et moi travaillons à la Chambre, mais on n'a aucune idée c'est qui ces 90 % de dossiers d'enquête disciplinaire d'enquête déontologique, pardon, parce que c'est confidentiel. Alors, c'est pas public. Il y a eu une enquête, il y a eu une analyse qui a été faite du comportement, puis finalement, il y a eu une conclusion que, il a respecté son code de déontologie. Il peut y avoir ce qu'on appelle une mesure administrative. Ça, c'est sous forme, disons, de lettre rappel en disant, regardez, on a analysé la situation, il va peut-être falloir changer un peu vos pratiques dans tel domaine. Tu sais, c'est un petit rappel déontologique. Là, mais on n'amène pas ça en comité de discipline parce que c'est pas assez sérieux. Quand on amène ça au comité de discipline, c'est une décision du bureau du syndic d'amener ça en discipline, c'est vraiment parce qu'il est convaincu que la personne n'a pas respecté son code de déontologie et qu'il va être capable de faire la preuve devant le comité de discipline qu'il y a eu un non-respect. Là. Alors, on n'amène pas en discipline quelqu'un pour le fun, là, parce que ça va d'office entacher sa réputation, parce que ça devient public. Là. Alors, c'est pas... Même si à la fin... Le dossier, ça doit arriver des fois que vous allez au comité de discipline, mais que finalement, le dossier finalement se règle sans... Comment dire que le professionnel fait la démonstration devant le comité, ça doit arriver, que la décision est de son sens?
Bien, c'est-à-dire que oui, ça arrive à l'occasion que le certifié est acquitté des chefs d'infraction. Mais, somme toute, c'est très, très rare qu'il y ait un acquittement complet. Parce que quand on amène en discipline quelqu'un, c'est généralement pas pour un élément. Généralement, en moyenne, il y a 5 chefs d'infraction. Donc, un des chefs d'infraction, ça pourrait être défaut d'informer. Il n'a pas expliqué au consommateur les protections, les différents avenants des d'eau, il n'a pas expliqué les limitations. Donc, il y a un défaut d'informer. Après ça, il y a un défaut de conseil. Il s'est aperçu que la personne était peut-être en sous-assurance, là, mais il l'a laissé faire. Il ne l'a pas recommandé d'aller voir un évaluateur puis d'aller voir, bon. Fait que, donc, il y a un défaut d'informer, un défaut de conseil. Puis, oups, il a été négligent parce qu'il n'a pas écrit de note au dossier. 0 note au dossier, il a été négligent. Fait que là, on a 4, facilement, 5, c'est ça. Puis des fois, c'est pour un dossier, mais des fois, c'est pour plusieurs dossiers. Fait que, donc, devant le comité de discipline, si c'est quoi le comité de discipline? Là? Bien, ça, c'est un tribunal, dans le fond. C'est un tribunal quasi-judiciaire qui est formé de 3 personnes. Il y a un président, qui est un avocat qui est spécialisé en droit disciplinaire, qui est nommé par le ministre des Finances, puis il est toujours accompagné de 2 personnes, soit agent, courtier, expert en sinistre, tout dépendant de la certification de la personne qui se retrouve devant le comité de discipline, parce que ces 2 personnes-là vont venir dire au président, bien, il a agi selon les règles de l'art, c'est correct, c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie. Ou au contraire, c'est « Ah non, là, ça marche pas du tout, là, c'est pas comme ça qu'on travaille, là, qu'on doit bien travailler dans l'industrie. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle un jugement par les pairs. C'est vraiment le modèle des ordres professionnels où il y a 2 courtiers qui vont regarder puis vont dire « Ah oui, ça c'est correct, ça c'est pas correct. » Puis une fois que la décision est rendue, bien, c'est les 3 qui vont signer la décision. Fait qu'ils sont... C'est des mandats que des gens sont nommés à ce comité-là pour des durées déterminées? Exactement. C'est des mandats de 3 ans. Puis tiens, j'en profite, je fais une petite publicité. C'est parfait. On est là pour ça. On est toujours à la recherche, justement, d'agents courtiers experts en sinistre qui ont au moins une dizaine d'années d'expérience et qui voudraient siéger à ce tribunal-là. Alors, ils peuvent siéger 1 fois, 2 fois par année. C'est vraiment selon là, leur disponibilité. Et ils vont entendre la cause. Alors, c'est vraiment comme un tribunal. Alors, il y a le syndic qui est représenté par avocat. Il y a l'intimé qui peut, oui ou non, à son choix, être représenté par avocat. Ils vont venir apporter de la preuve, à savoir des documents, des enregistrements audio. Ça peut être des témoignages d'assurés ou de d'autres personnes. Ils vont entendre la cause. Ils vont par la suite, il va y avoir des plaidoiries. Ils vont délibérer après, sous le secret. Là, il va y avoir un délibéré et une décision sera rendue. À savoir, oui, non, est-ce qu'il y a eu une infraction au code de déontologie? Puis si oui, bien, c'est quoi la sanction qui peut être donnée? Fait que les sanctions sont celles prévues dans le Code des professions. Donc, ça peut être des réprimandes, des amendes. Puis l'amende minimale, c'est 2 000 $ par chef d'infraction. Et après, ça peut aller jusqu'à la radiation temporaire ou permanente. Mais là, ça, c'est très, très rare. Là. La radiation, on en a peut-être 1 par année, 1 radiation par année. Et c'est souvent des gens qui ont déjà quitté. Hein? C'est ça qu'on lit des fois, il a déjà quitté. Ben oui, oui. J'ajouterais aussi qu'à l'occasion, il peut y avoir l'imposition d'une formation spécifique pour permettre de rafraîchir les connaissances du certifié. Ça allait en ligne un peu avec ma question suivante, c'est quelqu'un a une décision là, du comité de discipline, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait ensuite? T'sais, 6 mois, 1 an plus tard, est-ce que, pour voir est-ce que les pratiques se sont améliorées, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Non, pas vraiment. Non, okay. Non. Généralement, la personne qui a vécu ce processus-là, d'enquête au bureau du syndic, puis qui s'est rendue jusqu'en discipline, il ne va pas recommencer. C'est vraiment, là, c'est pas agréable. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a aucun professionnel qui veut ça dans la vie, là. C'est pas agréable, là. On en convient. Puis l'idée aussi de la sanction, c'est pas de punir la personne, mais c'est vraiment la dissuasion. Donc, on veut pas que la personne recommence. Donc, l'objectif, là, de la sanction, c'est la dissuasion et l'exemplarité. On en parlait un petit peu, l'exemplarité envers nos pairs. Les autres professionnels ne veulent pas se retrouver au comité de discipline. Alors, donc, l'idée de la sanction, c'est ça. C'est l'exemplarité puis la dissuasion.
Okay. J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce qu'on parlait de 300 dossiers, 300 plaintes. Bon, juste pour l'imager, du moment que vous recevez une plainte, il y a une enquête qui est ouverte. Il y a un enquêteur qui est attitré sur le dossier et lui va entendre l'assuré ou le plaignant, autrement dit, et va faire des démarches du point de vue du certifié pour obtenir sa version des faits. Fait qu'automatiquement, si une plainte est déposée contre moi, je devrais être mise au courant, n'est-ce pas? Je reçois un avis, je vais être informé. Est-ce que l'employeur aussi reçoit un avis? Oui. Alors, de la façon dont ça fonctionne, c'est que quand il y a une plainte, le bureau du syndic va vous écrire en disant, bon, ben voici, une plainte a été logée et on voudrait, dans le fond, discuter du dossier, puis on aimerait que vous nous fournissiez le dossier de Madame X. Oui. Alors, l'enquêteur va écouter l'assuré, va vous écouter vous et va peut-être continuer son enquête en disant, ben je vais téléphoner, par exemple, au souscripteur ou si c'est ou à l'évaluateur ou à l'expert en sinistre, ou etc. Il va faire une enquête pour vraiment comprendre, là, au niveau factuel, qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais, parce qu'il peut y avoir des petites zones grises, puis on veut éclairer ça. Alors, il y a une enquête qui est faite. J'ai l'obligation de participer à l'enquête en tant que certifié si une plainte est déposée. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas comme en droit criminel, le droit disciplinaire. Il y a une disposition dans le code de déontologie qui dit que vous devez collaborer, vous devez répondre aux questions, vous devez fournir les documents. Donc, et si vous le faites pas, c'est considéré comme une infraction déontologique d'entrave au bureau du syndic. Fait qu'on veut pas non plus là, qu'il y ait un chef d'entrave pour non-collaboration. Fait que ça, c'est vraiment important. Okay. Donc, je comprends que tout le monde doit collaborer, puis c'est bien. Mais vous devez le sentir, des gens qui sont un peu petits, réticents, merci, ou encore qui ont peut-être un doute à savoir s'ils ont bien agi ou mal agi, mais ils n'oseront peut-être pas l'avouer d'entrée de jeu, donc ils vont peut-être rester sur leur garde. J'imagine que vous le voyez, ces genres de... Oui, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller de façon factuelle, en disant, bien, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pas fait. Donc, l'idée, là, c'est de rester sur les faits, puis de répondre aux questions, là, à sa meilleure connaissance. Et advenant que j'ai omis ou que j'ai fait une erreur, parce que ça peut arriver dans notre pratique, malheureusement, j'imagine que c'est tout à l'avantage du certifié d'aller au-devant, puis d'exposer les faits, puis de se présenter ouvertement, puis à la limite, ben, de s'attendre, puis peut-être même que par ses pairs, ben, je sais pas. Est-ce que si moi, j'avoue ma faute, est-ce que si je vais au-devant de l'enquêteur, puis... comment je pourrais dire ça? Vaut-il être plus clément avec quelqu'un qui collabore que quelqu'un qui se braque, disons? Bien, il y a deux choses qui peuvent, dans le fond, se produire en disant, bien, écoutez, moi, ce dossier-là, là, je l'ai échappé. C'est comme, je l'ai oublié, je l'ai échappé. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais vraiment, je l'ai échappé. Bien, l'enquêteur peut dire, bon, écoutez, je vois là, que vous avez comme votre pratique professionnelle là, est adéquate, vous avez mis en place tous les processus, vous travaillez bien, c'est comme celui-là, vous l'avez oublié, ce renouvellement-là. Il est vraiment tombé entre deux chaises, puis ça peut s'expliquer. Donc, l'enquêteur peut recommander, dans le fond, une fermeture de dossier avec une mesure administrative. Alors, quand je disais, on n'amène pas les gens en discipline pour le fun, là. Ça n'existe pas, là, ça, là. Mais si, finalement, on s'aperçoit que, ouais, bon, ben là, la personne, elle a essayé un peu de camoufler, elle n'a pas dit qu'elle était tombée entre deux chaises, ou bon, on va l'amener en discipline. Mais en discipline, au niveau, quand c'est rendu le temps d'imposer une sanction, bien, il y a des facteurs aggravants. Quand on collabore pas, c'est un facteur aggravant. Et quand on collabore, c'est un facteur atténuant. Donc, ça peut être pris en considération lorsqu'il y a l'imposition de la sanction. Si on a collaboré, donc, facteur atténuant, on va avoir une sanction peut-être moindre. Et si on n'a pas collaboré ou on a induit en erreur l'enquêteur, bien là, ça peut être un facteur aggravant. Je trouve que c'est un élément intéressant, moi, à garder en tête. Parce que ça touche aussi l'autre volet. On a tous une responsabilité professionnelle également. On peut être aussi à risque d'une poursuite civile d'un client. Donc, tu peux être tiraillé entre, justement, avouer la faute, mais là, s'il y a une poursuite civile, ça peut... j'imagine que ça peut intervenir là, dans l'équation.
Mais bref. Ça peut arriver effectivement parce qu'il faut se rappeler que quand il y a une plainte, dans le fond, d'un consommateur au bureau du syndic, puis ça se rend au comité de discipline, le consommateur, il n'y aura pas d'indemnité en bout de ligne. C'est pas le pouvoir du comité de discipline d'ordonner le versement d'une indemnité. Il n'y a pas d'indemnisation non, c'est pas possible. Client, là, fait le client qui est vraiment pas payé, puis il est pas content, puis il pense vraiment qu'il y a une faute en responsabilité professionnelle, il peut parallèlement au recours en déontologie, il peut faire un recours au niveau civil, qui est un recours qui est distinct, où là, la faute doit être prouvée, le dommage doit être prouvé, puis le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être prouvé, puis ça peut cheminer en parallèle du recours au niveau disciplinaire. C'est rare, mais ça arrive à l'occasion parce que si le consommateur va avoir une indemnité, il n'a pas le choix de passer par les tribunaux civils. Est-ce qu'on peut peut-être nommer les principaux motifs de plainte et des dossiers qui se rendent jusqu'au comité disciplinaire? Est-ce que, j'imagine, vous avez un résumé, vous devez les voir, c'est sensiblement souvent les mêmes choses. Est-ce qu'on en a une idée? Oui, bien, quand on regarde là, les trois principales infractions, là, j'en parlais tout à l'heure, c'est le devoir d'informer et d'expliquer. Donc, des fois, on sait, là, par exemple, les dégâts d'eau, là, il y a 5 sortes d'avenants différents, puis on n'en parle pas, puis oups, où il y a des limites trop basses, puis on était pressé, vite, parce que l'idée du devoir d'informer et d'expliquer, c'est que le consommateur puisse prendre une décision éclairée. Il ne faut pas oublier que le consommateur, là, il ne connaît pas ça, l'assurance, puis il n'est pas intéressé par l'assurance, là. Puis une chose qui ne va pas changer dans le futur, là, on ne va pas développer un intérêt là, du consommateur envers l'assurance, là. C'est ça. Il faut se questionner quand ça arrive. Donc, le devoir d'informer puis le devoir d'expliquer, là, ça, c'est vraiment, c'est la base, là, quand on regarde ça, là. Donc, ça serait le premier chef d'infraction. Deuxième chef d'infraction, c'est le devoir de conseiller. Puis c'est toujours dans la même optique qu'on veut protéger le client contre ses propres erreurs. Oui. Tu sais, si vous constatez que la personne est en sous-assurance parce que le consommateur, il veut pas payer une prime trop chère, puis là, il dit, ouais, ben OK, regarde, ça coûte pas trop cher. Oui, mais là, c'est quoi les conséquences? D'expliquer les conséquences si vous êtes en sous-assurance, là, qu'est-ce qui va se passer, là? Vous n'aurez pas le plein montant, là, puis votre rôle comme courtier, vous n'êtes pas des évaluateurs. Puis les tribunaux l'ont dit à plusieurs reprises. Donc, le courtier, c'est pas un évaluateur. Ce que vous devez faire, vous, c'est de recommander à votre client d'aller faire une évaluation. Puis vous pouvez pas tordre le bras à un assuré qui veut pas ou qui veut pas prendre la protection que vous conseillez. Mais ce qui est super important, s'il refuse, c'est de le noter au dossier. Alors ça, là, on revient toujours à la base. Là, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte puis qu'on se répète, là, mais l'importance des notes au dossier, là, c'est vraiment important. Là. Est-ce que les appels enregistrés sont aussi quelque chose d'accepté dans les... Au niveau du comité de discipline, oui, on accepte les enregistrements, mais c'est pas parce que vous avez des enregistrements que, dans le cadre de votre travail au quotidien, ça vous libère de prendre des notes. Là. Effectivement. Alors, les deux, oui, c'est ça. C'est vraiment important. Si tu me permets de publicité à mon tour, on a une belle formation sur les notes au dossier, puis on a aussi des outils sur comment prendre des bonnes notes. Mais effectivement, je pense que ton point, Mathieu, est super bon. Trop souvent, on pense que parce que les appels sont enregistrés, ça nous libère de la fameuse prise de notes. On sait que les systèmes de gestion de courtage, les BMS, là, sont super bien faits, puis ont beaucoup évolué, puis aident les courtiers à être efficaces dans la prise de notes. Donc, ce qu'on dit, c'est des bonnes notes. Un enregistrement, c'est toujours un bon appui, mais ça ne dégage pas de la prise de notes, vraiment. Là. C'est souvent aussi constaté dans le cadre des enquêtes. Là, quand c'est des protections même refusées ou des signatures, des envois de lettres, de courriels, je pense qu'il faut doublement s'assurer que l'assuré a bien compris. Oui, puis de nos jours, une des situations qui revient aussi très fréquemment, c'est l'intervention d'un tiers. Que ce soit le papa qui veut avoir un prix pour sa fille ou que ce soit un ex-conjoint qui prend une décision de transférer un contrat auprès d'un autre cabinet de courtage. Souvent, autant les agents, les experts que les courtiers sont confrontés à
à avoir à transiger avec une personne qui n'est pas nécessairement autorisée au dossier ou de le faire avec une personne alors qu'il y a d'autres co-assurés. Ça, Ouais. on rencontre très souvent cette situation-là où les gens sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Puis dans le monde d'aujourd'hui, ben, on sait que ça peut arriver très souvent. Donc, point de vigilance, là, si je peux me permettre, sur cet élément-là. Là, Et ça, c'est un point que je rencontre souvent dans ma pratique parce que je suis sur la rive-sud de Montréal, puis on a des gens qui viennent de différentes régions du monde. La langue n'est pas toujours évidente, le français et l'anglais, donc ils vont demander à quelqu'un d'autre d'appeler. Et là, c'est tout ça, là, c'est de dire comment le courtier va venir bien backer, excusez l'anglicisme, là, son dossier. C'est pas toujours chose facile, absolument. Donc, on a parlé de deux. Oui, alors défaut, je répète les trois principaux chefs. Oui. Donc, défaut d'informer, d'expliquer, devoir de conseil. Et le troisième, c'est la négligence. Tu sais, quand je mentionnais tantôt que le code de déontologie, c'est écrit en termes très larges pour englober le plus de situations possibles. Disons, un exemple classique d'être négligent, c'est d'avoir attendu à la dernière minute pour les renouvellements. Puis là, oups, tu sais, par exemple, le courtier a reçu un avis de non-renouvellement de l'assureur. Il pense que ça va être facile de le replacer ailleurs. Ben, oups, il s'aperçoit que c'est plus difficile, puis c'est pas aux mêmes conditions, puis c'est pas au même prix. Puis là, il met presque son client devant le fait accompli. Puis là, le client ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une bonne reddition de compte là, à partir du moment où l'assureur a dit « Moi, je ne renouvelle pas ce compte-là ». Fait que, tu sais, de travailler à la dernière minute, ça, c'est un exemple là, de négligence ou de ne pas prendre de notes au dossier. Ça, c'est un autre exemple de négligence. Puis, moi, je peux me permettre, parce que c'est des discussions que j'ai à mon cabinet, c'est un message aussi d'intérêt public. On est en pénurie de main-d'œuvre, on a du manque. Les employés sont loadés, ils ont beaucoup de tâches de travail et des fois, ça peut être facile d'oublier ou de mettre de côté ou d'aller un peu plus vite dans un dossier, sachant que les tâches de travail là, augmentent. Faut se rappeler justement que derrière, on a un code déontologique et on doit s'assurer de faire un bon suivi à chacun de nos dossiers. Absolument. Il faut mettre des barrières. Il faut bien encadrer aussi les équipes de travail, la formation. La formation, je pense que c'est de plus en plus essentiel et puis important pour rester à jour puis tout le temps garder une évolution dans nos pratiques. T'sais, les pratiques qui se faisaient il y a 10 ans, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui, puis ça sera plus les mêmes dans 10 ans. On va évoluer, mais la base doit rester la déontologie. Puis un mot qu'on utilise beaucoup à la Chambre, c'est la proactivité. Souvent, puis dans le contexte du marché difficile, on dit aux courtiers, soyez proactifs, connaissez les lignes d'affaires plus difficiles. Vous avez une petite idée lesquels clients vont peut-être devoir aller au marché. Donc, peut-être, avant, on disait, dans les 30 jours, l'assureur va m'envoyer ses conditions, je vais avoir le temps. Là, on dit aux courtiers, utilisez un 60 jours, puis il y a des courtiers qui nous disent, moi, je vais au marché à 90 jours, justement, parce que j'ai comme un doute que ce ne sera pas facile. Je vais peut-être avoir à négocier ou je vais peut-être avoir à changer de marché sans savoir si je vais en trouver un. Donc, c'est le mot d'ordre, c'est d'être proactif, d'essayer d'avoir des règles, comme tu disais, Mathieu, donner des instructions claires aux employés sur à quel moment aller au marché avec les renouvellements qu'on soupçonne qui seront difficiles à renouveler et d'informer le consommateur de vos démarches. Souvent, le courtier fait très bien son travail et le client ne le sait pas. Oui. Puis là, le client, lui, il a la réponse à la fin, mais il n'a aucune idée de tout le travail en amont qui a dû être fait pour un résultat qui ne lui plaît pas. Oui. Parce que le résultat final, ça va peut-être être « Désolé, j'ai pas de marché » ou « Désolé, votre prêt m'augmente de 50 » Et là, le client, lui, dans sa tête, n'a pas compris toute la démarche. Alors, il y a la proactivité puis il y a la transparence. D'informer l'assuré, votre renouvellement ne sera pas facile, voici ce que je prévois faire, je vais vous tenir informé. C'est sûr et certain que la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi le manque de temps, peut avoir un impact, d'où l'idée de se mettre des rappels, des petits suivis. On sait qu'on peut appeler nos clients, mais on peut envoyer des courriels. Et dans certains cas, on peut les texter. L'important, c'est de garder des traces dans le dossier de ces communications-là. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui de rejoindre un assuré, puis souvent, ils veulent être joints sur leur cellulaire. Donc, les assurés qui essaient de communiquer avec les courtiers par toutes sortes là, de communications, là, même jusqu'à les Messenger, Facebook. Ouais. À un moment donné, il faut faire attention parce que c'est un risque aussi. Là. On ne peut pas recevoir une demande d'assurance par
par messagerie instantanée, puis dire ben oui, c'est beau, il y a une procédure. On n'en a pas beaucoup parlé, puis je pense que ça fait partie de messages de formation, mais toute la gestion des réseaux sociaux aussi qui devient un sujet en soi. Hein? Oui. C'est un gros sujet, on l'aborde dans nos capsules, on va y revenir d'ailleurs. Je pense que vous allez en avoir aussi un aperçu, si je ne me trompe pas, dans le cours obligatoire, où on en parle rapidement. Mais oui, l'enjeu des réseaux sociaux, les forums de discussion, les forums d'échange. Jannick parlait des manquements fréquents. Il faut faire attention de donner des conseils sur un Facebook de ce monde. Il faut penser que notre code de déontologie nous suit partout dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, tout ce qu'on dit pour être retenu contre nous, c'est un peu vrai quand on s'exprime de façon libre dans un contexte personnel, mais sur un sujet qui relève de notre responsabilité professionnelle ou de notre code de déontologie. C'est super important. Fait que les fameux appels à l'aide, « j'ai un client comme ça, qu'est-ce que vous me conseillez? » Moi, je me tiens loin des réponses là-dedans, mais il faut faire attention, parce que, tu sais, c'est... La collaboration sur les réseaux pour échanger sur des difficultés rencontrées à trouver des marchés ou des produits disponibles. Mais quand on échange sur la situation particulière d'un client ou quand on met une photo même d'un véhicule accidenté pour illustrer un concept, faut être prudent. La loi est très stricte en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Puis Jannick est bien mieux placée que moi pour en parler. Mais beaucoup de vigilance. Moi, j'invite vraiment les certifiés à se poser la question avant de s'exprimer un vendredi soir avec le verre de vin à l'apéro. Oui, beaucoup. Quand on dit on vient en assurance, ou notre fameux dicton là, qu'on tombe en assurance par un accident puis on y reste par amour, ben c'est un peu ça parce que c'est pas une job facile. Hein? La charge, la pression de tout, là, le code déontologique et autres est pas évident pour un certifié. Puis je relève ça le chapeau. Ça nous suit en dehors du travail souvent. Ouais. Ça reste des choses qu'on garde dans notre quotidien. Absolument. Revenons à notre discussion et je pense qu'on voulait transiger vers le volet de prévention, le volet préventif des activités de la CHAL. Je pense qu'on pourrait... Oui, puis on a parlé d'accent déonto, on parlait de l'accompagnement téléphonique ou par courriel qu'on pouvait donner autant aux certifiés qu'aux consommateurs, mais tout le volet de la formation, donc du développement professionnel. Les certifiés savent qu'ils ont des obligations de se former 20 heures, 20 UFC par période de référence de 2 ans. Alors, moi, je m'amuse toujours à dire, 24 mois pour faire 20 heures, c'est même pas 1 heure par mois. Oui. Ceci étant dit, dans le contexte, je pense qu'une bonne planification de ces activités de développement, c'est important. On sait qu'il y a le cours obligatoire de 2 heures. On sait qu'il y a un 3e UFC en conformité aussi à faire à notre choix. Bon, il y a une planification qui peut être faite pour s'assurer comme certifié, premièrement, qu'on se libère du temps dans nos agendas pour faire notre formation, puis qu'on choisisse aussi les sujets qui sont pertinents dans notre pratique. Et non pas faire des UFC pour des UFC. Puis là, je me permets de le dire parce qu'on a souvent la question de dire « Ah, il manque 2 UFC, qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Nous, on leur fait des suggestions, mais on leur demande toujours aux certifiés « Mais vous opérez dans quel champ d'expertise? C'est quoi vos zones d'ombre, les sujets que vous maîtrisez moins bien? Ah, la copropriété, mais bien sûr. » Donc, il y a des formations spécifiques. Alors moi, j'invite vraiment les gens à être très proactifs, pour reprendre mon terme fétiche, à planifier leurs activités de développement pour s'assurer d'être dans le respect de leurs obligations. Parce que faire ces 20 UFC, c'est une obligation déontologique et la conséquence est quand même importante parce que si les UFC ne sont pas complétés à l'intérieur du temps requis, bien, il y a un signal. Suspension. Oui, exactement. Il y a un signal qui est envoyé de la CHAL, là, c'est électronique, mais il y a quand même un signal de défaut qui est soumis à l'Autorité des marchés financiers qui va enclencher un processus qui va mener à la suspension du certificat tant et aussi longtemps que la personne ne se sera pas conformée. Alors, une fois que la suspension est active, là, le certifié peut faire les formations qui manquent et après ça, demander la remise en vigueur de son certificat. Alors, dans le contexte actuel des choses, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que d'être pendant quelques semaines retiré de ses fonctions de courtier. Là, on peut penser à tous les enjeux, là, puis pour le cabinet ou même pour l'assureur. Alors ça, c'est super important. Puis au niveau du développement, l'autre chose aussi qu'on essaie de faire, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de développer des formations, mais aussi des outils. Alors, au niveau préventif, on a fait, par exemple, ça, c'est un projet dont on est vraiment fiers, on a développé une trousse pour les nouveaux certifiés. Alors, un certifié qui vient tout juste d'obtenir son certificat se voit d'entrée de jeu inscrit à une courte formation de 30 minutes
qu'on a appelé l'introduction à la déontologie. Alors, c'est vraiment une formation qui regroupe des bouts, des séquences de cours obligatoires passés, mais qui sont très éclairants pour un nouveau certifié pour comprendre ses obligations déontologiques, puis c'est quoi la déontologie. Et la trousse, c'est un répertoire d'informations, c'est en ligne sur Je suis un nouveau certifié sur le site de la CHAL. On va proposer des formations qu'on appelle les essentiels, une formation sur les notes, une formation sur le processus de renouvellement. Donc, des formations de base que tout nouveau certifié devrait suivre pour s'assurer d'avoir son minimum de compétences de base, parce qu'il sort avec un certificat, mais il n'a pas commencé encore à... Exact. Il y a des programmes là, d'alternance travail-études qui sont excellents pour ça, mais le nouveau certifié, comme Jannick le disait, est un peu insécure. Oui. Il a besoin d'avoir une formation très pratico-pratique. Dans la trousse, on a aussi illustré les 2 codes de déontologie. Alors ça, si vous n'êtes pas allé voir ça, c'est un must. Je me l'ai noté, parce que justement, quand on engage des nouveaux, ben, je pense que c'est un bon outil qu'on va leur mettre entre les mains. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a entendu, c'est que les codes illustrés permettent de prendre chacun des articles du code des représentants et du code des experts pour donner un exemple un peu romancé, mais quand même, un exemple de ce que ça veut dire pour bien faire comprendre les obligations. Et c'est un outil qui est utilisé par des employeurs, donc des assureurs l'utilisent, des cabinets l'utilisent pour intégrer leurs nouveaux certifiés dans leurs fonctions. Alors, ça peut être utilisé ponctuellement, mais ça peut être aussi utilisé comme rappel là, à des courtiers d'expérience là, pour dire, bien, attention, si vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, cet article-là, allez donc faire un tour dans la trousse et puis voir l'exemple qui est mentionné. Puis on développe aussi des outils. Donc, par exemple, on avait une procédure pour les renouvellements. On suggérait une approche. Oui. Le document faisait 6 pages parce qu'il regroupait les lignes personnelles et les lignes commerciales. Ce qu'on s'est dit en dernier, c'est qu'on va le scinder en 2 et on va en faire des aides-mémoires plus qu'un outil. Alors, c'est un aide-mémoire qui dit, bien, voici un exemple d'un processus que vous pourriez suivre pour vous assurer de bien traiter vos renouvellements. Et ça, avec la réalité qu'on connaît de l'automatisation de certains processus. Puis surtout que le télétravail, là, les gens à la maison, la formation, c'est plus comme avant. Là. Avant, on entendait notre collègue, OK, parfait, on travaille comme ça ici, mais c'est très difficile. Là. Je vais le mentionner comme pour diriger des équipes, là, c'est plus la même réalité. Fait que ce genre d'outils-là deviennent extrêmement intéressant. Exactement. On les partage beaucoup d'ailleurs. Puis c'est vrai, la réalité du télétravail, on a des gens qui nous appellent comme une ressource supplémentaire. Ils ont des ressources en cabinet ou chez leur employeur. Mais on est une ressource de plus. Moi, je trouve ça super intéressant et on les félicite, les certifiés qui nous appellent en disant, bien là, je ne suis pas certaine, j'ai une question. Et on valide évidemment s'ils vont se tourner vers les ressources internes, mais de savoir qu'on peut être une ressource comme ça et qu'on peut leur partager des outils. Il y a des outils que les gens ne connaissaient pas, qu'ils ont découverts par un simple appel. On en est bien fiers. Donc, oui, on est Est-ce que c'est tout sur la section membre du site ou c'est disponible sur le... Notre site, en fait, est accessible de façon publique à tous. Alors, mais les outils également? Les outils également. Donc, on n'a pas besoin de en bon français, de se loguer sur le site. On peut y avoir accès. Mais il y a des outils sur la copropriété, par exemple, pour les experts en sinistre. Donc, un genre de liste de choses à savoir. Il y a aussi le même outil pour les courtiers qui ont à traiter avec des syndicats de copropriété. On a revampé vraiment ces outils-là récemment. Notre page sur la copropriété, en Jannick, on a travaillé très fort pour remettre à jour l'ensemble des informations. Et ça, les consommateurs y ont accès. Alors souvent, l'information qu'on peut avoir préparée pour les certifiés, on va s'en servir aussi pour les consommateurs. Donc, et là, je dois en oublier, mais on en a plusieurs outils. Non, mais on invite vraiment tous les courtiers agents certifiés à visiter la plateforme. Je pense peut-être qu'on n'y va pas assez souvent, mais tu sais, je pense d'y aller de façon périodique et puis d'inciter aussi nos collègues à le faire. Je pense que c'est une bonne pratique. On devrait être dans vos favoris. Oui, effectivement. Ça nous amène à la conclusion. Ça fait un beau mot de la fin, hein, nous ajouter la Chambre d'assurance dans les favoris. Peut-être, Jannick, je ne sais pas si tu aurais quelques mots en conclusion, des points peut-être qu'on aurait passé rapidement. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait oublié? Parce que
On a parlé beaucoup, là, déonto, formation. Est-ce qu'il y avait quelque chose que... Bien, l'idée, dans le fond, s'il y a encore des questions là, qui sont générées suite à l'écoute de cette émission-là, de ne pas hésiter, comme Chantal le disait, là, s'il y avait des éléments qui n'étaient pas clairs, ne pas hésiter à nous appeler là, pour démystifier là, la déontologie, les enquêtes déontologiques, le comité de discipline, la formation, les outils. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Génial. Bien, merci beaucoup. Peut-être comme un mot de la fin, je voudrais prendre quelques instants pour remercier également nos autres partenaires qui nous aident à réaliser le projet, qui est la Banque nationale, également CRU et Primaco. Et cette année, on a également une collaboration avec la Coalition qui a été un invité également cette saison-ci, qui nous aide dans la diffusion et la promotion de notre projet. Donc, on les remercie tous, c'est bien apprécié. Et un gros merci à vous deux pour votre temps et toute cette information que vous avez partagée avec nous et avec les auditeurs qui vont bien vouloir écouter l'épisode. Et merci de votre invitation, c'est très agréable. Merci. Au revoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.